Bonjour à tous. Donc, je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Donc effectivement, je viens des sciences de l'information et de la communication. J'ai soutenu un doctorat un petit peu tardivement et par intérêt, et mon doctorat portait sur les enfants téléspectateurs, programmes, discours, représentations de 1949 à, j'ai soutenu en 1998. Donc aujourd'hui, les enfants n'ont pas affaire qu'à la télévision, ils ne sont pas exposés seulement à la télévision. Avec l'évolution des technologies numériques, il y a bien d'autres écrans en jeu, avec bien d'autres contenus dont on va parler là aujourd'hui. Alors je crois que je vais être obligée de condenser mon propos si je ne veux pas rater mon train pour retourner à Rennes. Voilà, mon plan était celui-ci, un petit peu 2 ou 3 chiffres sur le temps passé devant les écrans. Alors, quelques études de cas, parce que c'est important justement de connaître les stratégies marketing utilisées pour séduire les enfants, donc avec analyse des messages. Et on va évoquer le processus d'influence de la publicité chez les enfants et chez les parents, en se posant la question de savoir que faire ensuite. Alors, on le sait bien, donc je vais commencer par les chiffres. Nombre moyen d'écran par foyer, aujourd'hui on est à peu près à 6,4, donc c'est une moyenne. C'est un chiffre de médiamétrie qui date de 2014 ou 2015. Alors, par rapport au temps passé, en ce qui concerne la télévision, les 4-10 ans, en fait, pour la télévision, c'est la tranche ciblée par les grands annonceurs. En fait, ce sont souvent les grands annonceurs qui demandent aux chaînes de programmer des émissions pour cette tranche d'âge. Donc 2h50 à peu près. Pour les 11-14 ans, on est à 3 heures. Et donc 4h30 par jour devant tablettes, smartphones et autres consoles, selon Le Monde. Alors, avant de passer à ce point-là, je voulais un petit peu vous parler de ma démarche. Ces écrans, on s'en doute, sont quand même au cœur d'enjeux économiques assez gigantesques. Avec les technologies numériques s'ouvrent des voies nouvelles aussi pour certaines industries de l'agroalimentaire qui disposent ainsi, par le biais de stratégie marketing et publicitaire très sophistiquée, d'une puissante force de persuasion. Donc ce constat me conduit au postulat suivant en 3 points. La compréhension de l'influence sur le comportement des enfants et de leurs parents passe par un décryptage et une analyse des contenus médiatiques auxquels les enfants sont exposés quotidiennement. 2. L'ignorance des consommateurs dans ce domaine fait la force du marketing. 3. La connaissance de ces pratiques diverses et variées permettra d'ajuster les mesures de prévention et d'aider les parents à faire des choix avisés et à adopter les conduites alimentaires les plus favorables à la santé. Donc cette démarche me semble constituer un des moyens de donner du sens aussi aux conseils et aux recommandations émis dans ce domaine, et je pense entre en cohérence, se complète avec tous les dispositifs de santé dont on a parlé ce matin. Donc les voies et supports de la persuasion commerciale sont multiples, donc on n'en fera pas le tour là en quelques 20 minutes. La publicité, on a toujours affaire aux classiques, publicité par voie d'affiche, publicité presse, publicité télévisuelle, la publicité des sites internet, la publicité des jeux en ligne,
Alors, on va parler aussi un petit peu d'Advert Games, des jeux vidéo publicitaires. Et puis, un nouveau venu, on va parler de vlog, donc des parents qui créent leur chaîne sur YouTube pour tester des produits en ligne via leurs enfants. Alors, étude de cas, je ne vais pas pouvoir tout détailler, bien sûr, mais on va parler de scénarisation de spots publicitaires. Pardon, je voudrais revenir. Oh, bon, ça fait rien. C'est suivant. On va parler aussi des messages de santé, des bandeaux sanitaires associés aux publicités, donc, et son contraire, le message de santé et son contraire. On va juste évoquer le merchandising de concept, la consommation alimentaire dans les fictions animées, parce que je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas que la publicité présentée comme telle qui est en cause, mais il y a aussi le contenu des fictions animées destinées aux enfants. Et on va voir comment se comportent les personnages fictifs des dessins animés. Les sites internet pour enfants, voilà, Advert Games et Vlog. Je vais encore trop vite. Alors, je vais vous diffuser un spot publicitaire, je ne peux pas en diffuser plusieurs, tout de suite d'ailleurs. On va arrêter pour l'instant le diaporama, j'y reviendrai. Voilà, Choc à Pic. Choc à Pic, les céréales préférées. On veut le chocolat de Choc à Pic. Il est à moi. Je ferai tout pour Choc à Pic. À toi de jouer, Kiko. Cette mousse de chocolat qui rend chaque pétale si délicieux. Choc à Pic de Nestlé, c'est fort au chocolat. Waouh! Des céréales Choc à Pic au bon goût de pâte à tartiner choco-noisette que tu adores. C'est Choc à Pic choco-noisette de Nestlé. Donc ici, on a une publicité pour Choc à Pic. Alors le plus souvent, les spots alimentaires, publicitaires adressés aux enfants dans le cadre des chaînes ou des émissions dédiées se confondent avec le reste du programme. Les spots publicitaires prennent la forme de dessins animés au rythme rapide, aussi colorés que les dessins animés. Il y a continuité des codes visuels et sonores entre le dessin animé fictif et le dessin animé publicitaire. Le ressort publicitaire repose à la fois sur une approche narrative et sur une approche ludique. Nous avons affaire ici, avec Choc à Pic, à une mini-fiction, scénarisation d'une aventure, donc dessin animé avec une mini-intrigue et un héros, qui est la mascotte du produit Choc à Pic, qui doit récupérer le chocolat volé par la méchante sorcière. On retrouve ici la triade classique des fictions animées, habituellement servie hors des programmes jeunesse de la télévision, agresseur, agressé, redresseur de tort. Donc tout ça fait qu'il est difficile pour l'enfant de différencier dessins animés fictifs et dessins animés publicitaires. Or, justement, la confusion rend l'enfant beaucoup plus malléable. Il n'est pas en mesure de dire « ça c'est de la publicité », ça, c'est mon dessin animé, le dessin animé que je regarde habituellement. Alors, donc, j'avais aussi un autre exemple. Je vais continuer avec... voilà. Pas comme lui, évite de grignoter dans la journée. Allez les gars, ouais. Hé Titeuf, vous battez pas. Il y a de la place pour tout le monde dans les packs Yoko. Collectionne vite tes 8 chiots maniaques Titeuf. Trop bon mon Yoko à boire. Ici donc on a un premier message de santé et puis ensuite on a un spot publicitaire
diffusés dans l'écran publicitaire qui interrompt les programmes jeunesse. Donc le message de santé, il est présenté par un petit personnage encore là, sous forme de dessin animé. On voit qu'il est en train de manger une espèce de barre, une barre chocolatée, etc. Et on dit ne fais pas comme lui, évite de grignoter dans la journée. Et en fait, finalement, c'est un message paradoxal parce que l'enfant, il a affaire à deux messages. Le message qui accompagne cette petite séquence animée avec le personnage qui est en train de manger sa barre chocolatée. Une voix off féminine dit « Ne fais pas comme lui, évite de grignoter dans la journée ». Mais il y a le message visuel qui montre ce petit personnage qui est en train de manger et qui ressemble en tout point à Titeuf qu'on va voir ensuite dans le spot publicitaire pour Yoko. Donc ici aussi, on est dans la confusion. Et qu'est-ce qu'on montre aussi avec ce personnage qui est en train de manger une barre chocolatée? Il gonfle comme un ballon de baudruche et il s'envole. En fait, on ne montre pas les conséquences réelles d'un excès de nourriture. Ce qu'on montre, c'est que c'est plutôt amusant. Et je pense que l'enfant va plutôt écouter le message délivré par la petite mascotte, là, plutôt que celui de la voix off féminine qu'on ne voit pas à l'écran. Vous voyez, je vais montrer un troisième extrait, puisqu'on est dans les extraits. Ici, j'ai choisi une séquence dans un dessin animé bien connu des enfants, Garfield, vous connaissez peut-être. Donc, c'est le début de l'épisode, et on voit Garfield assis dans un fauteuil, et en train de regarder la télé en mangeant. Tu avances. Oui, c'est énorme, ça. Il y avait du gorgonzola dans cette pizza, alors que c'était une Vesuvio. C'est trop pourri de le rire. Salut Garfield. Tu sais, il n'y a rien de mieux dans la vie que d'être assis confortablement devant son programme préféré en mangeant un petit encas. Ah oui, il a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que d'être assis confortablement devant son programme préféré, en mangeant un délicieux petit encas. Oh, d'ailleurs, j'espère que vous êtes bien installés, vous aussi. Tu vas me le payer. À travers cet exemple, je voulais insister sur le fait que les dessins animés, quand même, sont nombreux, qui montrent des personnages qui sont avides de nourriture, qui ont des fringales et qui mangent en grande quantité. Voilà, je vais reprendre mon diaporama. Alors là, j'ai fait des captures d'écran de Garfield pour le montrer vraiment, pour montrer qu'on a des gros plans. Voilà, sur cette télécommande aussi qui est vraiment nécessaire pour exposer les enfants à la télévision. Et puis ici, voilà, deux diapos tirés d'un autre épisode, Scooby-Doo, et là où on voit effectivement les personnages qui se goinfrent véritablement. Non seulement ils mangent, mais ils mangent en grande quantité. Alors, voilà, ils sont toujours dans la démesure. Et on est loin, effectivement, de dessins animés comme « Il était une fois la vie », diffusés dans les années 80 et qui montraient à l'enfant ce qui se passait dans son corps quand il mangeait avec excès de certains aliments. Donc, alors bien sûr, si l'on se reporte aux recommandations de l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, on peut lire « La publicité ne doit pas inciter à une consommation excessive d'un produit. On entend par consommation excessive
le fait, par exemple, de représenter un individu consommant ou sur le point de consommer sans retenue ou dans des quantités déraisonnables. Alors ça, on ne le trouve pas effectivement dans la publicité manifeste, mais on le trouve, voilà, dans les fictions. Or, c'est très regrettable parce qu'effectivement, l'enfant, par le biais du processus d'identification, va être conduit à adopter la même attitude. Donc on voit que l'autorégulation est contredite par des pratiques douteuses, peu visibles, non identifiables par le grand public, parce que situées justement en dehors des écrans publicitaires. Donc encore une fois, confusion, il y a une confusion qui est entretenue et qui rend le discernement des enfants impossible. Alors, je suis allée aussi explorer quelques sites internet. Là, j'ai choisi le site d'une chaîne, des sites internet dédiés aux enfants. Alors, bien sûr, là, c'est la même chose, par le biais de jeux, de coloriage, de concours ou de suivi d'émissions en direct, par le biais du site. Ce sont autant d'occasions pour un annonceur de s'attacher à l'attention des enfants, de les familiariser avec les marques et de les fidéliser. Or, que disent les études scientifiques justement sur la capacité des enfants à discriminer contenu publicitaire et contenu du site ? Arnaud Petre et Charlotte Lonchet de l'Université catholique de Louvain se sont penchés justement sur cette question. Une de leurs hypothèses était formulée de la façon suivante, je les cite. Dans un contexte de lien entre la bannière publicitaire et le site adjacent, l'effet de confusion est plus fort que chez les jeunes enfants que chez les plus âgés. Donc ils pensaient que plus on avance en âge, plus on est en capacité de discriminer les deux types de contenus. Or, l'étude, finalement, infirme cette hypothèse. Je les cite à nouveau, l'effet de confusion est accru, tout âge confondu. La pratique du placement de produits rend la discrimination encore plus difficile, puisque seuls 10% des enfants de 11 ans et 8% des enfants de 7 ans sont parvenus à discriminer. Alors, maintenant, je vais aborder ce qu'on appelle les advert games. Pour ce type de jeux, donc ce sont des jeux vidéo conçus par des annonceurs, et c'est bien sûr la marque et le produit qui est au centre du jeu. Le problème est qu'ici, il n'y a plus de réglementation, c'est-à-dire il n'y a plus d'obligation d'accompagner ces jeux de messages de santé, de prévention, et que l'enfant, quand il est immergé dans ce jeu, il n'a plus la possibilité non plus il n'a pas la possibilité de repérer qu'il s'agit d'un annonceur. Alors j'avais un autre exemple, je vais voir si j'ai le temps tout à l'heure de le montrer. Ici, donc, il s'agit c'est une capture d'écran, c'est Magnum, mais j'ai aussi un jeu, après une présentation du jeu Milka. Alors, rapidement aussi, c'est assez nouveau, apparemment ça date d'il y a à peu près 1 an, ça vient des États-Unis. Ce sont des vlogs. Vlog, c'est la contraction de blog et de vidéo, qui servent la pratique d'unboxing, qui consiste à déballer des marchandises
et à les tester devant la caméra. Donc ces vidéos sont réalisées par des parents qui mettent leurs enfants en scène dans des situations de test de produits. Ces parents sont rémunérés pour leurs prestations. Quant aux enfants, ces expériences peuvent être contraignantes. Ils doivent se soumettre à la demande de l'adulte à un rythme soutenu. Le père de 2 fillettes, par exemple Athéna et Calice, réalise une vidéo par jour. Donc les produits testés peuvent être des jouets, mais ils sont aussi des aliments. Par exemple, dans le cas de Swan et de Néo, on a beaucoup à faire à des produits alimentaires. Donc, au-delà des questions de droit de travail que ces pratiques peuvent soulever, notamment concernant le travail des enfants, il y a lieu de relever l'absence de régulation relevant de la promotion également de marchandises alimentaires. Alors, un tout petit point sur les réglementations, la réglementation et... Donc les pratiques publicitaires sont aujourd'hui encadrées à la fois par la législation et par l'autorégulation, d'une manière générale. Une loi visant à interdire la publicité dans et autour des émissions jeunesse sur les chaînes publiques a été votée il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. Elle ne sera applicable qu'à partir de 2018, donc on verra ce qui se passe d'ici ce temps-là. En attendant, les chaînes et les annonceurs doivent donc accompagner leur message publicitaire d'un message de santé. Donc on a vu quand même qu'il existe des moyens de détourner ou d'atténuer le message de santé. Alors, par ailleurs, c'est l'ARPP, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pose l'autorégulation par principe, dit vouloir développer des bonnes pratiques chez ses annonceurs et éviter tout dérapage éventuel. Cependant, avec la prolifération des technologies numériques, leur adoption de plus en plus fréquente, et aussi l'adoption des écrans par des enfants de manière très précoce. Maintenant, on expose les enfants très précocement dans leur vie aux écrans, donc via les tablettes, les DVD soi-disant conçus pour les bébés. Voilà. On arrive finalement à avoir des contenus qui sont totalement dépourvus de toute contrainte. L'autorégulation y est minimum. C'est le cas des advert games que les enfants peuvent trouver sur Internet et qui peuvent être téléchargés sur smartphone et tablette. L'enfant évolue dans ces jeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans se douter qu'ils ont été mis au point par une marque. C'est encore le cas de ces vidéos de familles testeuses. Finalement, dans le cas des vidéos de familles testeuses, les enfants, ce sont leurs propres parents qui les impliquent, qui les embarquent là-dedans. Et donc, comment pourraient-ils eux-mêmes s'interroger sur la qualité des aliments testés? Or, les recommandations de la RPP dans ce domaine sont vraiment minimum, quoi. Éviter que les enfants soient exposés à des contenus préjudiciables, associer les parents au formulaire de saisie d'informations personnelles, mais rien en revanche concernant la prévention dans le domaine de l'alimentation. Voilà. Alors, les processus d'influence de la publicité chez l'enfant. Donc la narration, la publicité raconte une histoire, appétence et plaisir émotionnel, identification, valorisation du monde des enfants. Et différents facteurs aussi contribueront à assurer un environnement et des conditions favorables au message de la marque et à sa mémorisation, la répétition, la promotion de comportements favorables aux marques, l'exposition des enfants aux écrans et aux marques à un âge précoce.
Je résume parce que je vois que le temps passe. Processus d'influence de la publicité chez les parents. Je trouve que c'est important aussi de voir ce qu'il en est chez les parents. Déculpabilisation et dédramatisation. Discours de professionnels de santé favorables à certaines marques alimentaires. Campagne de désinformation. Là, je voudrais citer justement des titres d'articles réalisés par un médecin que vous pouvez trouver sur Internet. Faire l'impasse sur le petit déjeuner n'a rien de grave. Interdire aux enfants les menus avec burgers, nuggets, c'est de la maltraitance. Le surpoids augmente l'espérance de vie. L'obésité est dédramatisée, tant mieux. Donc voilà, ce sont quelques cas de désinformation, dédramatisation, de déculpabilisation, mais le problème, c'est que ça jette le trouble dans l'esprit des parents. Et donc, quand on induit des idées comme celle-ci, eh bien, finalement, on va se dire, les parents peuvent se dire, tous les discours se valent, alors, voilà. Et je pense que si les parents sont en manque de repères ou qu'ils perdent certains bons sens aussi, parfois c'est juste une question de bon sens, c'est qu'ils sont aussi exposés à des discours comme celui-ci. Or, je suis en train de réaliser une étude, là je suis dans la phase rédaction. Pour cette étude, j'ai été amenée à rencontrer des professionnels de la santé, des praticiens orthophonistes, etc., et aussi des travailleurs sociaux, pour recueillir leurs observations, leurs constats sur l'influence des écrans dans la vie des enfants. Et notamment, certaines orthophonistes, ou médecins, PMI ou autres, m'ont fait part d'enfants qui loupent des repas, justement, parce qu'ils sont devant les écrans. Le matin, par exemple, l'enfant s'habille devant l'écran et il est trop tard ensuite pour prendre un petit déjeuner. Et certains enfants partent à l'école le ventre vide. Et dans certains cas, s'il n'y a pas de collation, justement, en matinée, chez ces enfants, il y a des problèmes de concentration, de grande fatigue, etc. Donc effectivement, l'enfant n'est pas disponible pour les apprentissages scolaires. Alors, on a aussi une représentation des parents dans la publicité et parfois aussi dans les fictions animées qui est assez dévalorisante pour les parents absents, parents ridiculisés, parents infantilisés, et on a aussi le parent complice, donc complice des bêtises sionistes, etc., de médecins, parce que je crois que c'est important, comme je le disais tout à l'heure, si on connaît les chemins que prennent le marketing et les discours médiatiques autour de l'alimentation, on est plus clairvoyant soi-même et on sera mieux en mesure d'aider et d'accompagner les patients. Pour ma part, j'ai travaillé quelques années à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et dans ce cadre-là, on avait fait un outil qui s'appelait Nutrimédia, qui était destiné justement aux professionnels pour permettre de former à l'éducation aux médias appliqués à la nutrition. Donc c'est possible. Alors promouvoir les bonnes habitudes alimentaires, mais c'est aussi pour moi au moment des repas, parce que manger devant un écran ne permet pas à l'enfant de se rendre compte de ce qu'il mange et de la quantité qu'il ingurgite. Donc c'est vraiment important de faire de la prévention à ce niveau-là, diminuer le temps d'écran
et encourager les pratiques alternatives. Donc encourager à diminuer le temps d'écran parce qu'il est en augmentation sensible et les répercussions sur la santé, je m'en rends compte par le biais de l'étude que je suis en train de conduire, sont énormes. Il n'y a pas que la question d'obésité, de surpoids, il y a aussi tout ce qui concerne le tabac, la sexualité, le sommeil. Il y a de plus en plus d'enfants fatigués. Il y a beaucoup de professionnels qui m'ont rapporté ça. Et donc je crois que les écrans y prennent une bonne part. Et je pense que quand on apprend à utiliser les écrans à bon escient, on en voit tout l'intérêt et on en tire tout le bénéfice. Mais trop d'écran, on l'a vu, peut nuire à la santé. Donc j'ai fait très vite et je m'en excuse. Je vous remercie de votre attention. Alors j'ai un blog, vous pouvez aller le consulter si vous voulez. Véronique, s'il y a 2 questions pour l'une ou l'autre des intervenantes, est-ce que vous pouvez évaluer votre sensation de faim tout de suite? C'est peut-être ça. Je crois qu'effectivement, il est un petit peu tard et tout, il faut reprendre. Je voudrais quand même faire un petit mot de conclusion, parce qu'on a vu ce matin des actions qui nous étaient présentées dans les écoles par différents intervenants qui étaient effectivement très motivés. Et on a vu l'industrie agroalimentaire, mais qui est dans un piège aussi. Elle est dans une société, on peut la culpabiliser, mais dans une société où il faut quand même qu'elle vende, qu'elle produise, et si elle change à elle seule ces aliments sans que le voisin fasse le même, on va moins se diriger vers cela. Et puis de l'autre côté, on a tous les médias qui passent leur temps à piéger le monde. Et donc on est dans un système global, et moi j'insiste beaucoup, ça n'est pas qu'un problème médical. Mais je voudrais encourager les actions qui ont été montrées ce matin, parce qu'il y a eu des questions sur l'évaluation. Mais ça fait des années et des siècles que l'on sait, et que les philosophes l'ont dit, que la culture et la connaissance, et on le voit très bien, ceux qui sont cultivés et ceux qui connaissent les choses arrivent beaucoup mieux à se repérer dans l'environnement. Donc moi, ma conviction, c'est que quand nous parlons en tant que scientifiques, nous sommes trop bornés sur notre raisonnement scientifique qui nous a formatés pendant des années. De donner une culture générale autour de l'alimentation, autour de l'activité physique, autour du sommeil aux enfants, ne peut que être bénéfique. Il n'y a pas de doute. Les apprendre à déchiffrer un message, les apprendre que quand c'est écrit consommer 5 fruits et légumes par jour et qu'il y a une glace à la fraise au-dessus, et leur apprendre que c'est pas ça le fruit, ça ne peut être que bénéfique. Donc j'encourage toutes les initiatives de formation des enfants. Alors qu'il ne s'agit pas d'aller leur donner des interdits. C'est vrai que c'est délicat. Mais d'aller leur donner des messages pour apprendre à déchiffrer notre environnement. Oui, les gens les plus cultivés, oui, les gens qui en savent le plus, sont les gens qui voyagent le mieux dans leur environnement et qui savent le mieux repérer les pièges. Voilà, bon appétit à tous.